parts de marché qui ont été gagnées par le fret ferroviaire privé, qui représente aujourd'hui 40% de parts de marché à peu près, a été fait au détriment du fret public, de fret SNCF, et non pas au détriment des poids lourds, contrairement à ce qui était annoncé et contrairement à ce qui justifiait officiellement aux yeux de la Commission européenne l'ouverture du marché. En fait, il y a 3 types d'opérateurs privés. La plupart d'entre eux, ce sont des filiales d'opérateurs ferroviaires étrangers. Deuxième opérateur privé, c'est ce qu'on appelle les OFP, les opérateurs ferroviaires de proximité, qui au départ correspondaient surtout à des voies ferrées qui étaient autour des ports. Et puis le troisième type d'opérateurs ferroviaires privés, ce sont des filiales des groupes de BTP qui notamment font ce qu'on appelle des trains de chantier, transportent des matériaux pour les chantiers de rénovation des voies, mais pas seulement. Le principal de ces opérateurs, c'est ECR, Eurocargo Rail, qui est une filiale de la Deutsche Bahn, donc la SNCF allemande, on peut dire. Et cet opérateur a conquis entre 15 et 20%, apparemment 16-17% de parts de marché, et rencontre des difficultés énormes, puisqu'il y a un plan dit de sauvegarde de l'emploi qui vient d'être signé, et qui prévoit la suppression de 120 emplois. Donc le rêve d'un marché du transport ferroviaire ouvert à la concurrence, dynamisé, donnant plus satisfaction que donnait autrefois Fret SNCF, n'est pas vérifié dans les faits. Et c'est ça qui est important, ce sont les faits. Les entreprises privées représentent 40% de parts de marché, et sur ces 40%, 60% sont réalisés par ECR au premier chef, et ensuite VFLI. Pour contourner le statut des cheminots, pour obtenir des facilités dans les horaires de travail, la SNCF a créé cette filiale. La SNCF est le premier transporteur routier de France par sa filiale Géodis, qui est vraiment une très très grosse entreprise et qui fait rouler énormément de camions et qui donc eux aussi entrent en concurrence avec tout le transport de marchandises par voie ferrée. Et ces entreprises routières, qu'elles soient contrôlées par la SNCF ou pas, bénéficient d'avantages énormes. Et ce qui explique pourquoi il y a tant de camions sur les routes, avec toutes les conséquences qu'on sait sur l'environnement et sur les conditions de travail des routiers, qui sont souvent mauvaises. Et le réseau d'autoroutes contribue largement à ça, et peut-être qu'il n'est pas tellement fait, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, pour faciliter les déplacements des particuliers. Mais en fait, c'est surtout, ça bénéficie surtout au transport de marchandises, au détriment du fer et au détriment de la nature, ou en tout cas de l'environnement. Si on regarde le cas de ECR, donc, qui est le principal concurrent de la SNCF, pourquoi la Deutsche Bahn fait tous ces efforts depuis des années pour renflouer cette entreprise qui ne lui rapporte pas d'argent? La France occupe une place centrale en Europe. Elle est au carrefour, donc un passage obligé entre l'Allemagne, la péninsule ibérique, l'Italie. C'est probablement pour ça que la Deutsche Bahn fait tous ces efforts. Il faut que la loi privilégie le fret partout où c'est possible, d'une part, et d'autre part, il faut rendre plus difficile la vie des camions, pas des camionneurs. Au contraire, il faudrait contrôler les conditions de travail pour s'assurer que les conventions collectives sont respectées, etc. C'est pas absurde que les marchandises soient prises en charge pour les derniers kilomètres par des camions qui offrent une certaine souplesse. Par contre, transporter des bouteilles d'eau, des tonnes de bouteilles d'eau d'Italie vers la France par camion, par exemple, on ne voit pas très bien la rationalité et la logique, d'autant plus que ce n'est pas des produits périssables, il n'y a aucune urgence. Et même ce seraient des produits périssables, c'est le cas des fruits et des légumes qui viennent du Portugal ou qui viennent d'Espagne. Pendant très longtemps, ils étaient transportés par train, par exemple jusqu'à Rungis, et il y a à peu près 1 ou 2 ans, la dernière voie ferrée qui venait, je crois, de Perpignan a été supprimée au profit des camions. Il y a
déjà des opérateurs de transport voyageurs qui interviennent en France. Ce qu'on peut prévoir, c'est qu'il va se passer la même chose que dans le fret, c'est-à-dire que les nouveaux entrants vont essayer de écrémer le marché, c'est-à-dire de prendre les trajets les plus rentables, les plus faciles, les grandes lignes, etc. et vont laisser au service public, ou ce qu'il en reste, les trajets les moins lucratifs, les moins rentables. Ouigo, c'est une filiale aussi de droit privé, même si les trains sont jusqu'à présent conduits par des conducteurs SNCF. Il faut parler du Thalys, dont la SNCF est le principal actionnaire. Il faut parler de Eurostar, dont la SNCF est aussi le principal actionnaire. Et tout ça, ce sont des entreprises de droit privé. Donc d'une certaine façon, ces entreprises sont au transport voyageur ce que VFLI est au transport du fret. En fait, on peut dire que le marché est déjà relativement ouvert. Le projet Charles de Gaulle Express, c'est une ligne ferroviaire qui relie l'aéroport, la plateforme aéroportuaire à Paris, une ligne directe. Projet qui existe depuis longtemps, porté notamment par Aéroports de Paris. C'est une ligne privée qui aujourd'hui est prévue à 24 € le ticket. Absolument inutile pour les usagers du quotidien qui, eux, sont des centaines de milliers chaque jour à prendre la ligne du RER B, soit pour aller travailler vers Paris, soit pour aller sur la plateforme aéroportuaire travailler, puisque c'est quand même un pôle d'emploi de plus de 90 000 emplois, aujourd'hui inaccessible par les transports en commun quand on est à un Mitrien par exemple. Des grands groupes comme Vinci se sont retirés du projet parce que pas assez rentable. Aujourd'hui, je pense qu'Aéroports de Paris fait le forcing pour avoir une ligne dédiée et essayer d'engager tous les moyens possibles pour mettre en place cette ligne, avec des montages financiers qui sont hasardeux, douteux et qui, à mon sens, alors qu'on nous dit le contraire, vont solliciter des fonds publics pour de financer qu'une ligne extrêmement privée. C'est quelque chose à quoi on s'oppose fortement, nous les élus locaux et les élus et puis associations. Aucun centime public ne doit financer un projet privé tel que celui-ci. Les usagers du quotidien ont besoin qu'on rénove leur ligne du RER B, qu'on boucle la ligne, qu'il y a de nombreux investissements à faire. Des 400 000 € de réseau pourraient être utilisés pour changer l'allée caténaire, pour changer le matériel roulant. Pour ces projets-là, il n'y a jamais de possibilité d'investissement. Et on se rend compte que soudainement, toutes ces entreprises qui utilisent et du capital privé et du capital public se regroupent pour faire un projet qui est, je dis, écologiquement et socialement inutile, et pour les travailleurs du secteur et pour les habitants de nos régions. On utilise l'argent des contribuables pour un projet qui ne servira que quelques-uns, c'est-à-dire des voyagistes d'affaires. Nous avons des usagers qui souffrent au quotidien. La Seine-Saint-Denis ou la Seine-et-Marne connaît une croissance démographique assez importante depuis plusieurs années, du fait que se loger sur Paris devient extrêmement difficile, les populations s'éloignent et viennent habiter dans nos secteurs et donc ont un besoin de se déplacer. On a quand même des infrastructures routières complètement saturées et donc le moyen de se transporter demain, c'est forcément les transports en commun. Aujourd'hui, la situation du RER B, on la connaît, c'est 900 000 usagers jour et elle est elle aussi saturée. Donc il y a un besoin de développement du transport public pour permettre aux gens tout simplement d'aller travailler ou d'aller à l'université ou de pouvoir se déplacer dans le secteur. Bientôt, nous verrons, je l'espère, la ligne 17 arriver. Et ça, c'est un nouvel outil, un nouveau transport public qui va aider les populations à pouvoir se transporter. Et en plus, j'ajoute que cette ligne 17 va rejoindre elle aussi l'aéroport. Donc ça veut dire qu'on crée déjà une offre de service public qui va relier l'aéroport à Paris en passant par des secteurs stratégiques comme le Bourget ou le parc des expositions de Villepinte et aller jusqu'à la Défense. Donc là, on est dans la création de services publics, des choses qui sont utiles à toutes et tous et qui vont
aider des milliers d'usagers, et en plus au tarif du Pass Navigo, pour lequel nous nous sommes battus, beaucoup d'élus dont je fais partie, pour avoir un pass unique sur la région qui soit accessible à toutes et tous. Il y a de nombreux projets d'infrastructures publiques qui pourraient aider au développement de nos secteurs, comme une tangentielle ferrée nord-sud Seine-et-Marne que nous demandons depuis un moment, qui permettrait de relier toutes les lignes RER, puisque en Seine-et-Marne, par exemple, on a toutes les lignes qui arrivent chez nous, mais en cul-de-sac. Aujourd'hui, quand on habite Mitry-Mory, on ne peut pas aller à la préfecture de Seine-et-Marne par les transports en commun. Le passage du CDG Express va obérer totalement la possibilité de développer le transport d'une ligne comme la ligne K qui passe par Mitry, mais qui va aussi dans les villages, Thieux, Compan, jusqu'à Crépy-en-Valois, et tout le développement du fret, parce que aussi sur nos lignes passe le fret, et on sait qu'aussi à terme, le développement du fret pourrait aussi désengorger les infrastructures routières et permettre de retrouver un peu de fluidité, puisque sinon, dans 5-6 ans, on ne pourra plus circuler en Île-de-France. Mettons-nous, nous aussi, tous les acteurs autour de la table pour savoir ce dont nous avons besoin et à quoi doit être utilisé l'argent demain. Et à mon sens, il doit être utilisé pour le développement du service public et surtout pas pour une ligne qu'on sait à terme déficitaire. Toutes les lignes qui, dans le monde, comme celle de Toronto ou autres, qui rejoignent des capitales aux aéroports, ce sont des lignes déficitaires et c'est à un moment le contribuable et donc l'argent public qui vient combler ce déficit, parce que je ne suis pas sûre qu'un opérateur privé qui demain prendra la concession de CDG Express acceptera de perdre de l'argent. Tout ce qui ramène des bénéfices est tourné vers les grandes entreprises, et puis le secteur public, au détriment de ses usagers, vient renflouer ce qui est déficitaire. Ça fait quand même des dizaines d'années qu'on nous dit qu'on ne peut pas boucler la ligne du RER sur l'aéroport, et si CDG Express venait à voir le jour, il y aurait enfin un bouclage de la ligne B du RER. On oppose 900 000 usagers du RER B à 20 000 potentiels clients du CDG Express. On a par exemple aujourd'hui un recul nécessaire sur le fret ferroviaire. Effectivement, depuis 10 ans que c'est libéralisé, on l'a en France, on voit ce que ça donne, mais on voit ce que ça donne aussi dans toute l'Europe aujourd'hui. On est à plus de 600 ou 700 entreprises ferroviaires. Alors forcément, l'entreprise historique, elle a gardé en général 2/3, 60% du trafic, mais les conditions de salariés ne sont plus du tout les mêmes. On a à la fois un dumping social, un dumping salarial, un dumping sur la formation. Et la formation, elle a des conséquences sur la sécurité du personnel et sur la sécurité des transports. On ajoute à cela le dumping fiscal entre pays. On a demandé, par exemple, au nom de la Fédération européenne des transports, un retour d'expérience du fret ferroviaire. C'était d'ailleurs ce qui était prévu à l'issue des 3 premiers paquets ferroviaires. Et ce retour d'expérience est refusé systématiquement par l'Europe. Il y a un objectif réel qui est le démantèlement des entreprises publiques. Et l'objectif affiché, c'est redonner de la part modale aux ferroviaires au détriment des transports les plus polluants. Le trafic ferroviaire en Europe, il a baissé. Il a baissé de moitié en France. L'exemple le plus cassant fixé, la France, où il a baissé de moitié. On a une culture ferroviaire commune, mais on a par exemple l'approche sur le service public, la notion de service public telle qu'on l'a définie en France, elle n'est pas la même dans les différents pays. Faire du rail, ça s'improvise pas. C'est faire quand même rouler des centaines de tonnes sur 2 fois 5 cm de rail, hein, donc ça laisse pas place à l'improvisation. Et donc il faut un haut niveau de formation. On a des heures de formation de conducteurs qui vont de 50 à 1000 heures. Bon, effectivement, quand vous faites une formation de 50 heures, vous n'êtes quand même moins apte à conduire un train que celui qui a mis 1000 heures de formation. C'est important pour la Fédération européenne de garder les conditions de travail des cheminots, de garder leur statut social et de répondre aux besoins des usagers. Aujourd'hui, l'État anglais donne 3 fois plus d'argent public qu'il ne donnait à la British Railway. Les tarifs des billets en Angleterre, les tickets de train, évoluent 2,5 fois plus vite que les salaires. Vous avez
pas de qualité de service, des trains bondés, des trains qui roulent très lentement. D'ailleurs, il y a tout un mouvement important en Angleterre qui monte, à la fois par le Parti travailliste, qui lui a un véritable programme de nationalisation et qui est soutenu par l'ensemble des syndicats cheminots. Mais on a même aussi le maire de Londres qui est conservateur, qui a déclaré qu'il fallait faire quelque chose pour remunicipaliser les transports urbains à Londres. Le principal concurrent du rail aujourd'hui, c'est la route, à la fois sur le marchandise par les camions routiers, et là je ne vais pas vous faire de dessin, vous connaissez tous le dumping extrême qu'il peut y avoir dans le routier, mais maintenant ça vient concurrencer les lignes de train intercités et aussi les lignes régionales avec des opérateurs comme Flixbus qui n'ont rien à envier, excusez-moi du terme, en conditions sociales aux travailleurs routiers de l'Est. Le ferroviaire paye ses péages, il paye le coût de son infrastructure, et la route ne le paye pas. Aujourd'hui, ce qui paye principalement la route, c'est les automobilistes et puis le contribuable. C'est pas le péage d'un camion qui va rentabiliser une infrastructure routière. Le rééquilibrage modal, il passe par l'infrastructure, il passe par le coût de l'infrastructure. Et donc il faut à la fois que le routier paye l'infrastructure, et donc aujourd'hui il y a une directive européenne qui s'appelle la directive Eurovignette. Nous on veut que ça se décide à la fois avec les salariés, avec les usagers et avec les responsables de transport dans les différents pays. L'avenir est dans la mobilisation des salariés et des usagers, à ne pas tenter l'aventure libérale, parce qu'on sait où ça va mener, et on le sait d'autant mieux dans le ferroviaire que le ferroviaire est à l'origine des compagnies privées qui ont été nationalisées parce qu'il y avait une faillite considérable. Dans un système capitaliste, il faut concentrer les moyens de production pour avoir des coûts moindres. Et donc la multiplication d'acteurs, ça ne va pas marcher. On voit aujourd'hui dans le fret, il y a 700 entreprises privées, ça ne marche pas. Ça peut marcher sur quelques niches, mais au bout d'un moment, on a énormément de problèmes. On a des problèmes de recrutement, des problèmes de sécurité, des problèmes de vieillissement. Donc aujourd'hui, on entretient l'illusion parce qu'on est encore sur du matériel un peu vétuste, mais ce qui fonctionne encore. On est encore sur un savoir-faire, sur des cheminots qui est encore présent. Aujourd'hui, l'infrastructure anglaise appartient à une compagnie privée qui à 100% appartient à l'État, donc qui est sous tutelle. Donc en gros, c'est une entreprise publique qui dit pas son nom. Donc il y a un effet de concentration qui est quand même logique, qui est naturel dans une économie libérale, qui va en contradiction avec la multiplication des acteurs. Tout passera par la mobilisation des salariés et des usagers à convaincre le politique que les économies qu'il pense faire en privatisant, c'est une économie à court terme.